Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Tienngando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'actualité semble toujours dominée par cette révision constitutionnelle à venir et c'est dans ce cadre que le parti de Joseph Kabila, le PPRD, a lancé le samedi 30 août une campagne de sensibilisation sur la nécessité de changer certaines dispositions de la Constitution. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et cette campagne est portée par les députés du PPRD en vacances parlementaires en Ituri. Ils affirment avoir reçu de la hiérarchie de leur parti les mots d'ordre de sensibiliser l'opinion sur la révision de la Constitution. Monsieur Mbelou, voilà qui paraît bien inéluctable, cette révision de la Constitution. Oui, mais je vous rappelle, Monsieur Etengandou, que ce débat-là est un faux et une diversion. Une diversion dans la mesure où il n'aborde pas les questions cruciales face auxquelles notre pays est en train d'être placé pendant plus d'une dizaine d'années. La misère est toujours galopante. L'école n'est pas ouverte à tous les fils et toutes les filles du Congo. L'emploi n'est pas créé. La santé n'est pas offerte à nos fils et filles. Et les infrastructures, les moyens de communication ne sont pas assurés sur toute l'étendue du pays. De plus en plus, certains de vaillants militaires congolais sont en train d'être décimés petit à petit. Et voilà que les Congolais sont en train d'être divertis par un faux débat organisé dans un non-État, dans un État raté. Et cette diversion risque de conduire le Congo son, à sa non-existence effective. Vous ne pouvez pas, dans un pays où tous les indicateurs sociaux, économiques et politiques sont en rouge, poursuivre indéfiniment un faux débat sans penser à poser les véritables questions qui sont en train de tourmenter le pays. Donc, comment voulez-vous que dans un État raté, on organise pendant des mois, des semaines et des années un débat sur la révision constitutionnelle? Un débat qui révèle d'ailleurs le manque de crédibilité des acteurs politiques qui veulent promouvoir cette fameuse révision constitutionnelle. Ces acteurs politiques ont accepté une constitution fabriquée ailleurs, mais qui a des articles verrouillés. Comment voulez-vous qu'après avoir juré qu'ils allaient respecter cette constitution-là, ils puissent se réveiller un matin et dire non, il n'est plus question de respecter cette constitution, il y va de notre survie et de notre instinct de conservation, nous devons toucher même aux articles verrouillés. Là, il y a un manque de crédibilité criant qui devrait en fait pousser les compatriotes congolais à mettre ce débat entre parenthèses. Parce que ceux qui l'ont initié n'ont aucune crédibilité. Une première observation. Une deuxième, la même constitution rédigée ailleurs pour le besoin de la cause et qui a été adoptée par les Congolais, a un article, l'article 64, qui dit ce que peut être le comportement des Congolais face à quelqu'un qui voudrait prendre le pouvoir par la force ou le conserver par la force. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Vous venez de faire allusion aux membres du PPRD qui font leur campagne et aisément. Mais il n'est pas permis aujourd'hui au Congo de pouvoir avoir un débat contradictoire. Je vous rappelle ce qui est arrivé au professeur Mbata qui, à un certain moment, avait un discours très clair sur cette question-là et qui disait
à l'autorité morale de la majorité présidentielle qu'il y a une vie après la présidence. Bata est pratiquement forcé à l'exil. Alors, c'est quel débat qui pousse certains à pouvoir s'exprimer clairement parce qu'ils font partie de ceux qui estiment être détenteurs du pouvoir, le pouvoir os que je mets entre griffes, et qui ne permet pas aux autres fils et filles du même pays de pouvoir s'exprimer. Donc, ce débat est faux parce qu'il manque de crédibilité, il est faux parce qu'il n'est pas ouvert à tous les fils et à toutes les filles du Congo. Il est faux parce qu'il est organisé dans un non-État. Ce n'est pas avec des élections bidons, piège à con, qu'on va reconstruire le Congo. Il y a plus urgent, il y a des questions beaucoup plus essentielles qui devraient être posées et être débattues, mais pour le moment, il n'en est pas question. Et vous savez que, comme on en avait débattu dernièrement, et dans les 2 articles que j'ai publiés sur cette question-là, même le fameux camp du pouvoir, reconnaît la Constitution a été violée à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi, à toutes ces reprises que la Constitution a été violée, il n'y a pas eu de débat? Il n'y a de débat que quand on veut toucher à l'article 220. Donc, on pourrait dire que ce débat est organisé par 2 camps qui sont les camps du statu quo, même si il y a de plus en plus des compatriotes qui s'en démarquent. Mais quand vous examinez le débat de plus près, il est organisé par 2 camps du statu quo qui n'ont comme objectif que ceci, lève-toi de là, ôte-toi de là pour que je m'y mette. Ils n'ont pas comme objectif de pouvoir présenter aux masses congolaises critiques une véritable alternative au pouvoir actuel. Non, ils voudraient continuer. Oui. Justement, M. Mbelou, un des membres du PPRD en campagne dans la province orientale a notamment affirmé ceci, que l'actuelle constitution, comme vous l'avez dit, a été violée plusieurs fois. Et il est dire, c'est d'abord une mauvaise constitution parce qu'elle a été rédigée par des belligérants. Maintenant, il n'y a plus de rébellion, donc elle doit être révisée. Et à propos de l'article 220, il dit notamment ceci: vous voulez me dire que le peuple souverain ne peut pas les déverrouiller, hein, c'est ce qu'il a déclaré. Monsieur Mbelou, est-ce suffisant comme raison pour lancer une révision de la Constitution? Je vous remercie pour votre perspicacité dans la perception des questions que vous posez. Regardez, quand ces messieurs-là parlent des belligérants, ils parlent de qui? Leur autorité morale fait partie des belligérants. Comment cette autorité morale est-elle venue chez nous? Dans le camp des occupants du Congo, dans le camp des proxys, utilisés par les forces extérieures des maîtres du monde pour pouvoir occuper le Congo. Et ces messieurs-là ne peuvent pas à la fois dire que la constitution contre laquelle ils s'en prennent est une constitution des belligérants et soutenir l'un des belligérants qui est au cœur du pouvoir os-congolais. Ce sont là des contradictions dont ils ne voudraient pas se rendre compte parce que leur discours actuel fait partie de ce qu'on a appelé à Kingagati les éléments du langage. On leur a dit, on leur a distribué le discours qui doit pouvoir tenir pour convaincre nos populations d'accepter le fait de pouvoir verrouiller l'article 220. Mais pourquoi a-t-on dit que cet article-là est verrouillé? C'est parce que, entre autres, il y a eu une référence à l'histoire du Congo, une histoire faite d'une dictature qui a duré plus de 3 décennies. On ne peut pas, fort de cette histoire, accepter aujourd'hui qu'on puisse accorder
à X ou Y un pouvoir illimité dans ce pays-là. Même si il n'est pas toujours garanti que l'alternance devrait nécessairement permettre aux Congolais de pouvoir accéder au bonheur collectif partagé. Mais l'alternance peut favoriser, peut créer une certaine émulation qui aiderait ceux qui pourraient succéder à ceux qui sont là aujourd'hui et aux affaires, de pouvoir mieux faire. Même si, je le reprends, tous semblent être les marionnettes des forces extérieures. Mais l'émulation pourrait mieux régler les choses. Donc, ceux qui tiennent ce discours, comme les compatriotes de Kisangani, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas avoir des textes fondamentaux qui gèrent votre pays et y toucher chaque fois que vous voulez sauver votre autorité morale. Ça a été comme cela en 2006. On a raboté l'âge des candidats à la présidence. Ça a été la même chose en 2011. Les élections sont passées de 2 tours à un seul tour. Mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Donc il y a là un problème d'éthique, de respect de soi, de respect des règles, un problème de crédibilité. Mais comme ces gens-là le disent eux-mêmes, ils ont été des belligérants. Plusieurs d'entre eux sont des belligérants qui sont dénués de toute honte, qui n'ont pas de scrupules. Aujourd'hui, ils sont en train de nous prouver qu'il est impossible que des belligérants, des seigneurs de guerre, puissent se transmuer en homme politique et en homme d'État. Donc, c'est ça qui sont... Un homme politique, un homme d'État a un minimum de valeurs morales et éthiques qu'il respecte. Mais eux ne respectent rien. Comment voulez-vous que cet État raté puisse redémarrer avec un groupe d'individus qui n'a aucun respect ni pour les valeurs morales, ni pour les valeurs éthiques, même pas pour les règles fondamentales que ce groupe a accepté de pouvoir protéger. Donc ce sont là les questions essentielles. Est-ce qu'il est possible de faire confiance? Parce que la politique est d'abord bâtie sur la confiance que les hommes politiques créent dans la population. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en France, par exemple. La question de la légitimité de François Hollande commence à se poser parce que dans la masse des Français, les sondages, même si on ne fait pas la politique simplement à partir des sondages, révèlent que Hollande n'est plus légitime que pour 13% de la population congolaise. Les questions commencent à se poser de la population française. Donc, il y a des problèmes liés. La légitimité est aussi beaucoup une question de confiance que la population place dans ses gouvernants. Donc, on ne peut pas faire comme si... Alors maintenant, ils vont choisir quelques éléments de langage pour conduire nos populations à pouvoir accepter d'aller au référendum et de dire oui, et ces articles verrouillés, cet article verrouillé peut être vu. Et ils ne vont pas simplement se contenter des éléments de langage, ils vont aussi recourir à la corruption. Et si nos populations voudraient être conséquentes avec elles-mêmes, elles n'accepteraient même pas de participer au référendum. Elles accepteraient beaucoup plus que ce pourquoi elles luttent aujourd'hui puisse être respecté, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'article 220. Mais cela n'est pas le véritable nerf de la guerre. Il faut aller plus loin que la révision constitutionnelle. Peut-être qu'on y reviendra tout au long des échanges. Oui, très bien. Mais une voix discordante tout de même dans ces concerts de la majorité kabylie, c'est celle de Jean-Claude Mouyambo, président de la SCODE, et lui semble opposé à la révision de la Constitution, et il a déclaré le samedi 30 août, et pour lui, il faut que la Constitution reste en l'état jusqu'aux prochaines
élections pour préserver la paix et l'harmonie des institutions. Est-ce un peu des bons sens qui restent dans la majorité présidentielle dont nous avions parlé la dernière fois? Oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens et j'ai vu la vidéo, et j'ai entendu Jean-Claude Mouyambo dire ceci. Ce sont les Mobutistes qui ont dansé le Sakayonsa qui sont en train de pousser leur autorité morale pour que la Constitution puisse être déverrouillée. Mais il n'y a pas que ça, il faut aller plus loin. Il y a à la fois les nouveaux prédateurs qui n'ont pas réussi à se convertir en homme politique, à un homme d'État, qui sont restés des seigneurs de guerre, mais ils ont fait alliance avec les vieux dinosaures mobutistes. Quand vous entendez un certain Kinkei Mulumba dire Kabila Totondi Yonanote Posa Silité, il y a là une alliance qu'il est en train de créer avec les nouveaux prédateurs. Et regardez, il y a quelque chose auquel beaucoup de compatriotes ne sont pas très éveillés. Dans tous ces débats officiels, il y a un groupe qui est venu chez nous et au Congo qui n'y participe pas officiellement. Quand est-ce que ce groupe-là donne son avis? Voilà une des questions que les Congolais ne se posent pas. Vous n'entendrez pas facilement jusqu'à ce jour le camp de Rouberoua et des autres associés à tous ces débats-là. Donc, quelque part, il y a un groupe de Congolais qui est tombé dans une bouzobérie telle que il s'exprime sans se réaliser qu'il y a un groupe qui observe et qui peut-être, en coulisses, donne des conseils à celui que ce groupe de Congolais tombé dans la bouzouberie considère comme étant son autorité morale. Et c'est dommage, et c'est très dommage. C'est trop dommage. Quand on sait que le maire Mulumba Kinkei, à la veille de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa, l'AFDL était déjà à Kenge, quand Mulumba Kinkei voulait convaincre tous les Congolais que le Congo ne tombera jamais. Et vous avez là la basse qualité, la fausse qualité d'une certaine classe politique congolaise, constituée de messieurs comme les Mulumba, qui peuvent, du jour au lendemain, changer de camp et commencer à dire à leur autorité morale en politique. Rien n'est impossible. Nous demandons aux juristes de pouvoir faire leur travail. Je sais ce que les Américains pensent de vous. Je sais ce que les Français... Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui luttent pour leur propre survie qu'il faudrait un jour enlever de l'espace politique pour que ces personnes aillent s'occuper d'autre chose que de la politique, parce que à un certain moment, on se rend compte qu'elles ne se réalisent pas que la politique, ce n'est pas ce qu'elles sont en train de conseiller là. Très bien, autre chose. Les chefs des confessions religieuses ont signé le samedi. Le samedi. Je voudrais revenir. Oui, allez-y. Oui, je voudrais revenir sur... il n'y a pas que Jean-Claude Mouyambo qui s'est exprimé, mais il y a aussi, nous y avons déjà fait allusion la fois passée, il y a aussi les 26 fédérations du MSR. Je voudrais ajouter un mot en disant, les Congolais ne sont pas, les populations congolaises ne sont pas aussi bêtes qu'on voudrait nous le faire croire. Ce sont les rares populations les plus politisées en Afrique centrale. Quand elles prennent leur temps de patienter, d'observer et qu'elles commencent à s'exprimer, vous pouvez trouver même dans le camp dit du pouvoir des voix discordantes. Les 26 fédérations du MSR qui ont été consultées, parmi ces 26 fédérations, il y a eu au moins 19 qui se sont opposées à la révision constitutionnelle. Donc, si les consultations se font en bonne et due forme, les Congolais et les Congolaises sont toujours disposés à dire clairement ce qu'ils pensent dans le sens de leurs intérêts. Souvenez-vous de ce que Mobutu a récolté
comme résultat lors des consultations qu'il avait organisées avant la conférence nationale souveraine. Les Congolais, c'est ce peuple-là qui, à un certain moment, après avoir longtemps patienté, décide de s'exprimer et dit clairement ce qu'il pense. Donc, on a tendance à croire que les Congolais, ce sont les buveurs de bière, les danseurs, et le Moussala Bangokaka, BMV, c'est faux. Quand nos populations sont bien conscientisées, quand elles ont des leaders qui leur disent où sont leurs intérêts, nos populations se décident toujours en connaissance de cause. Et c'est cela qui fait la peur de ceux qui voudraient aujourd'hui pouvoir organiser le référendum pour les combattre et pour les corrompre. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Très bien. Les chefs des confessions religieuses ont signé le samedi 6 septembre à Kinshasa un protocole d'accord portant création de la commission d'intégrité et médiation électorale. C'est Radio Okapi également qui rapporte cette information. Cette structure est un cadre d'échange d'informations électorales et des dialogues permanents qui vise à gérer par la médiation les tensions électorales avant, pendant et après les élections. Monsieur Mbelou, une telle initiative avait été prise lors des dernières élections présidentielles en 2011, mais très vite on s'est rendu compte que cette institution n'était pas totalement neutre ni indépendante, puisque son but, on l'a remarqué, était de faire accepter aux adversaires de Joseph Kabila sa victoire proclamée par la commission électorale d'Ngoy Mulunda. Oui, mais regardez, moi aujourd'hui j'ai peur de l'instrumentalisation de la religion chez nous. Il y a déjà l'instrumentalisation des médias, il y a l'instrumentalisation de la justice. J'ai toujours peur que les églises soient instrumentalisées au point qu'elles puissent jouer le rôle qu'on pourrait leur octroyer les princes du jour. Ah, je m'excuse de vous le dire. J'ai lu un article sur le net attestant que le Raïs est le 4e président de la République démocratique du Congo, prédit par Simon Kimang. J'ai rigolé, pourquoi? J'ai rigolé, et j'ai rigolé à gorge déployée. Vous ne pouvez pas attribuer une prédiction ou une prophétie d'un anticolonialiste à une marionnette du néocolonialisme, du néolibéralisme. C'est là que, à un certain moment, certains de nos compatriotes perdent la raison. Donc, mais quelle est la cause oui. Les chefs de la maison civile de Joseph Kabila, on les dit pasteurs, monsieur Mugalo, et semble-t-il, il serait en négociation avec les Kimbanguistes pour obtenir ce que vous parlez là d'une déclaration de soutien à la révision constitutionnelle. Et il aurait lui-même affirmé qu'il n'y a que la Bible qui ne peut pas être révisée, mais la Constitution, on peut bien la changer. Mais la Bible peut être interprétée. Et puis, comment lisons-nous la Bible? J'aimerais que vous me donniez 2-3 minutes pour que je puisse approfondir cette question. Ce monsieur-là est en train d'induire certains de nos compatriotes en erreur. La Bible, on l'étudie, on l'interprète. Et puis, même si on prenait la Bible comme ça, en allant vers les prophètes, vous prenez le prophète Amos, vous prenez le prophète Isaïe, vous prenez le prophète Jérémie, vous prenez le prophète Ézéchiel. Vous lisez des textes de ces prophètes-là qui font la remise en question des conditions de leurs congénères, des conditions sociales, des conditions religieuses, des conditions politiques. Et je vous ai déjà cité une fois le livre de Noam Chomsky intitulé 2 heures de lucidité. Dans ce livre, Noam Chomsky dit ceci: les prophètes bibliques ont été d'abord des intellectuels critiques. On les arrêtait, on en tuait certains, et certains autres étaient envoyés au désert parce que leurs paroles étaient dérangeantes. Ça a été des intellectuels subversifs parce que
ils remettaient en question la situation sociale de leur peuple et émettaient des jugements critiques et moraux. Et quand vous lisez un certain Isaïe au chapitre 58 par exemple, il va vous dire, parlant au nom de Dieu, vos fêtes je n'en veux pas, ce que je veux c'est la justice et le droit. Et un prophète de la justice sociale comme Amos ne fait que parler de cela. Et si celui que certains d'entre nous reconnaissent comme leur maître, leur seigneur, leur messie, comme moi, a été tué, c'est parce que il a remis en question une certaine conception de la religion qui avilit l'homme. Ce n'est pas pour rien que Jésus est conçu par certains de chrétiens éveillés comme étant libérateur. Alors, quand vous dites par exemple que l'autorité morale du Congo, de la majorité présidentielle, a été fait partie de la prophétie de Simon Kimbangu, moi je vous dis non, c'est impossible. Pourquoi? Ce monsieur, depuis qu'il est là, n'a pas veillé à la justice sociale. Il n'a pas veillé au respect de la dignité humaine. Quelqu'un qui vient de la part de Dieu, c'est quelqu'un qui respecte l'homme comme étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu sais, vous savez, il y a notre pape François qui a publié un texte magnifique sur cette question-là, ou sur ces questions-là, et le texte est intitulé, c'est une exhortation apostolique post-synodale, intitulée La joie de l'évangile. Et le pape dit ceci: la dignité de la personne humaine et le bien commun sont au-dessus de la tranquillité de quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Quand ces valeurs sont touchées, une voix prophétique est nécessaire. Et le pape continue. La paix non plus ne se réduit pas à une absence de guerre, fruit de l'équilibre toujours précaire des forces. Elle se construit jour après jour dans la poursuite d'un ordre voulu de Dieu qui comporte une justice plus partiale entre les hommes. En définitive, une paix qui n'est pas le fruit du développement intégral de tous, n'aura pas d'avenir et sera toujours sentence de nouveaux, sera toujours semence de nouveaux conflits et de diverses formes de violence. Vous voyez, l'autorité morale de l'Église catholique, à partir de son expérience des Écritures, émet des jugements sur ce qu'il entend par la paix, sur ce qu'il entend par la justice sociale. Donc, quelqu'un qui dans un pays ne garantit pas la paix et des cœurs et du ventre, quelqu'un qui dans un pays ne garantit pas la justice sociale et la justice distributive, qui accumule des sous pour lui-même jusqu'à atteindre 15 milliards et qui laisse tout un peuple de 70 millions d'habitants dans la misère, comment est-ce qu'on peut penser un seul instant que ce monsieur-là est en train de réaliser la volonté de Dieu? Donc, il y a une instrumentalisation de la religion qui risque de faire de toutes les religions au Congo ce que Marx a appelé l'opium du peuple. Heureusement qu'il y a ces pasteurs de l'église catholique qui de temps en temps donnent une ligne de conduite à tenir qui est très claire. Alors, quand un groupe de confessions religieuses se constitue pour veiller à ce qu'il estime être la paix électorale, on pourrait poser certaines questions à ce groupe-là. Quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir garantir cette paix électorale? Une première question. Quels sont les moyens matériels dont vous disposez, dont le pays dispose, pour pouvoir garantir ce que vous entendez par élection libre, transparente et démocratique? Une deuxième question. Une troisième question.
qui sont les protagonistes pour vous qui pourront aller à ces élections-là? Donc, ce sont là autant de questions qu'on pourrait leur poser et voir comment qu'on pourrait lui poser et voir comment ce groupe-là va répondre. Mais ma peur, je vous le répète, c'est de voir la religion instrumentalisée comme la justice et les médias au profit de quelques individualités. Là, ça serait purement et simplement une aberration. Très bien. Le gouvernement a annoncé le mercredi 3 septembre une nouvelle vague de personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 et 272 personnes dont la majorité est constituée d'anciens rebelles du M23 sont amnistiées. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information et Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, s'exprimant à ce sujet, a dit que tous ceux qui ont signé l'acte de l'engagement et dont les dossiers sont en cours de traitement au ministère de la Justice seront amnistiés et quel que soit le temps que cela prendra. Monsieur Mbelou, cette amnistie semble sélective et jusqu'à présent elle ne s'applique pas aux vrais prisonniers politiques qui sont Dio Mindonga ou Coutinho Fernando par exemple. Oui, nous sommes pris dans un piège d'où nous avons beaucoup trop de mal à nous tirer. Et le comble est que ces questions essentielles que vous posez ne sont pas posées par ceux que nous estimons être les acteurs politiques sur place. Pourquoi une amnistie sélective? Où sont passés les milliers des membres du M23 qui étaient au Rwanda et en Ouganda? Où sont-ils passés? Nous avons appris qu'ils sont en train de se reconstituer déjà au Congo. Donc il y a de l'électricité en l'air. Plusieurs d'entre nous ne se sont pas encore rendus à cette évidence. Depuis la guerre de l'AFDL, c'est le programme de l'occupation du Congo par les forces extérieures avec leurs proxys rwandais et ougandais. C'est ce programme-là qui est en marche jusqu'à ce jour. Nous débattons de la révision constitutionnelle, nous débattons de l'alternance politique, mais nous débattons trop rarement de l'avancée de l'occupation du pays. Le pays est occupé sérieusement dans ses services de sécurité, dans l'armée. Vous savez que plusieurs généraux proviennent de l'extérieur et même dans les institutions présidentielles. Il y a les médias qui aujourd'hui, forts de leurs éléments de langage, commencent à dire que les Congolais sont devenus xénophobes et racistes. Non, les Congolais deviennent xénophobes et racistes quand ils commencent à dire que nous voulons vivre en paix avec tous nos voisins, mais nous remarquons que notre pays est occupé et que ces institutions sont infiltrées et agencifiées. Est-ce de la xénophobie? Est-ce du racisme que de dire nous voulons d'abord être souverains et chercher à partir d'un état de droit démocratique à composer avec nos voisins, nos neuf voisins? Pourquoi quand il s'agit d'autres peuples qui réclament leur souveraineté, on ne dit pas qu'ils sont xénophobes, sauf quand les Congolais disent nous sommes infiltrés au niveau de nos différentes institutions. Il y a des preuves à l'appui. Les Congolais ont même listé le nombre de généraux provenant d'ailleurs qui sont dans l'armée. Est-ce de la xénophobie que de faire ce travail de l'intelligence pour dresser les listes de ces gens qui nous ont infiltrés? Aujourd'hui, il y en a même qui sortent de l'Afrique avec les pièces d'identité congolaises et ils vont étudier à l'extérieur avec ces pièces-là pour revenir mater les institutions congolaises. Voilà le piège dans lequel nous sommes tombés. Et ce piège, n'arrivons pas à le desserrer. Pourquoi? Plusieurs d'entre nous, plusieurs de nos compatriotes sont distraits ou se laissent distraire par des questions inutiles.
comme le débat actuel. Ce débat va nous prendre 3-4 ans et nous risquons de nous réveiller la veille de 2016. Le Congo est déjà entièrement parti. Si les informations que nous avons reçues sont exactes, il y a au moins 200 km que nous avons 200 km que nous avons perdu du côté de Goma. Cette partie de notre pays a été amputée pendant que les fameux députés étaient en vacances. J'attends voir si, à leur retour, ils vont pouvoir poser cette problématique-là. Vous voyez, on constitue des commissions d'études. Le pays, dans son entièreté, n'est pas informé. On ampute un pays d'une partie de son territoire comme ça. Pourquoi? Parce que il y a une autorité morale qui a été déjà prédite par Kimbangu. Mais c'est de la folie. C'est de la folie et de la foutaise. Il faudrait rompre avec cette logique d'instrumentalisation de tout un peuple et d'avilissement, d'abrutissement de tout un peuple par une clique qui croit que la politique est aujourd'hui, pour elle, une question de survie. Un mot sur l'opposition politique, UDPS et alliés, qui affirme ne pas vouloir participer à la rentrée parlementaire de septembre. Il l'a annoncé en menaçant le jeudi 4 septembre de ne pas le faire si le député Ewanga de l'UNC n'est pas libéré. Et l'opposition réclame également le rétablissement des 2 tours de la présidentielle supprimés en 2011 avant la présidentielle. Monsieur Mbelou, l'opposition est-elle là dans son rôle naturel par rapport aux enjeux de l'ère qui sont par exemple cette révision constitutionnelle à venir? Il n'y a pas que Ewanga qui doit être libéré. Vous savez que Joe Nongala est en prison jusqu'à ce jour. Vous savez que Fernando Coutinho est en prison jusqu'à ce jour. Voilà. Pendant qu'on libère, qu'on amnistie des brigands, des bandits, des seigneurs de guerre, nos compatriotes demeurent en prison, bêtement. Et nous n'analysons même pas cela comme étant des signes qui nous parlent. C'est-à-dire des signes qui nous disent combien l'occupation tient à exterminer ou faire taire les dignes fils et les dignes filles de ce pays-là. Alors, quand l'opposition diffère sa résistance, c'est bien, mais ça va aller jusqu'où? Vous savez, la grande faiblesse de cette opposition-là, et même de notre pays, c'est que nous n'avons pas une bourgeoisie nationale. Si nous avions une bourgeoisie nationale capable de pouvoir consentir des sacrifices et de mettre ses moyens au service de la libération nationale, peut-être que ces députés-là n'iraient pas à cette assemblée dite nationale, qui n'est qu'une caisse de résonance servant à l'occupation de notre pays. Non, ces compatriotes seront-ils capables de résister pendant 1, 2, 3, 4 mois sans les émoluments qu'ils touchent à cette Assemblée nationale-là? Voilà encore un défi. Pourquoi devons-nous dépendre en tout et pour tout des institutions qui nous avilissent parce que elles nous permettent de pouvoir toucher des sous? Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de penser autrement? De penser autrement. C'est vrai que nous avons besoin d'argent pour pouvoir tenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser autrement pour avoir nos propres accès aux sous qui ne passent pas par l'abrutissement et l'avilissement? Non. Est-ce qu'ils seront capables de tenir le coup? Ils avaient dit que si Ewanga était arrêté, ils allaient tous se constituer prisonniers politiques. J'attends jusqu'à ce jour, je n'ai vu personne. Et ça, c'est décevant. C'est décevant. Si, par exemple, après que Ewanga ait été arrêté, on avait vu toute la masse qui s'était pointée du côté de Ndili le 4 août, le monde aurait tremblé. Mais non, on n'a rien vu. C'est que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que dans son organisation, cette fameuse opposition a encore une évaluation à faire pour voir comment elle pourrait être efficace. Si jamais être efficace
rentre dans ses objectifs. Hein? Nous avons attendu qu'on voit cette opposition-là, avec tous les Congolais qui l'avaient suivi du côté de Ndili, aller se constituer prisonnier à côté de Ouanga. On n'a vu personne. On n'a vu personne. Et cette même opposition a prévu de mobiliser nos populations le 13 pour protester contre la révision constitutionnelle. Ça sera encore une fois un test. Qu'est-ce qu'elle peut, qui peut-elle mobiliser? Pendant combien de temps est-elle capable de lutter et de rester debout? Est-elle capable d'aller au-delà des questions ponctuelles, conjoncturelles, pour poser les graves questions de souveraineté, les graves questions de l'occupation, les graves questions de rupture avec les forces néolibérales et néocoloniales qui occupent le Congo aujourd'hui? J'attends voir si le Seigneur nous prête vie, mais j'ai la nette impression qu'à quelques exceptions près, nous sommes pour plusieurs loin de pouvoir aller vers ces questions essentielles. Notre imaginaire a été tellement violé que la recréation de l'imaginaire alternatif est encore en train de prendre un peu de temps. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.